Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si le son, je ne parle pas trop dans le micro. Donc effectivement, je m'appelle Arnaud Florentin. Bon, je suis enchanté d'être face à vous aujourd'hui. Je vais vous parler de quelque chose que je traite dans un ouvrage que je viens d'écrire, qui est sorti, qui est cofinancé par la Caisse des dépôts, l'Institut pour la recherche, qui s'appelle « Et si l'antidote à l'urgence climatique était la diversité économique ?» Donc, je suis directeur associé de ce cabinet Utopie, qui est le cabinet pionnier en développement durable en France. Et ça fait une dizaine d'années que je travaille sur la convergence de ces deux sujets ô combien complexes et parfois avec une relation très ambivalente, le développement durable et le développement économique. Et au bout de 10 ans de travail, je vais le développer dans la présentation aujourd'hui, j'en suis arrivé à la conclusion que la diversité économique de nos territoires était la condition sine qua non de la transition et de l'adaptation climatique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les développeurs économiques ne sont pas le problème, mais la solution. Vous êtes les maîtres d'ouvrage du principal chantier du XXIe siècle, qui est celui de la diversité économique. Et troisièmement, c'est un point aussi qui est jamais évident. On vous demande souvent de faire autre chose que du développement économique, d'aller sur des nouveaux sujets, des sujets de transition. Je pense que fondamentalement, la question de la diversification économique vous ramène sur votre raison d'être première, qui est celle de travailler le tissu économique local. Et c'est vraiment ce que je vais chercher à vous montrer. Vous êtes vraiment au cœur de la solution, mais tout sans renier un peu votre métier de développeur économique. C'est ce que je vais présenter aujourd'hui. Ça ne vous a pas échappé dans les médias. L'été 2023 a été le plus chaud jamais enregistré. Les aléas climatiques que l'on va rencontrer dans les décennies qui viennent, on le sait d'avance, vont être assez importants. On est déjà à plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. En 2030, on sera à 1,5 degré. On est sur une trajectoire de 2,5 degrés. On est à peu près certain. Selon le GIEC, donc, je ne l'ai pas précisé, mais Françoise Gémen, qui a eu la gentillesse de préfacer mon livre, fait partie de ce GIEC. Selon le GIEC, les aléas climatiques, notamment les sécheresses, à partir de plus de 2 degrés, vont être multipliés par 2,5, les canicules par près de 6, les intempéries par près de 2 à 3. Et donc ces aléas climatiques qui vont frapper nos territoires de manière surprenante, de manière assez aléatoire, de manière toujours très différente, vous les connaissez, tempêtes, vents violents, incendies, feux de forêt, canicules, sécheresse, invasion biologique, mouvement de terrain, enfin il y a énormément d'aléas climatiques. Et ces aléas climatiques ont des répercussions économiques considérables et auront demain des répercussions économiques considérables qui vont des pénuries, des ruptures d'approvisionnement, déstabilisation des infrastructures, des équipements, instabilité sur les contrats, risques bancaires, volatilité des marchés, etc., inassurabilité des aléas climatiques. On est vraiment dans une situation où il n'y a pas un discours catastrophiste dans mon propos, mais même les plus hautes instances comme les banques centrales s'intéressent à ce qu'elles appellent des signes verts, en référence au signe noir du célèbre livre de Nassim Nicholas Taleb. Et la problématique, c'est que c'est déjà là. Il y a une étude d'Allianz qui est sortie en septembre et qui montre que les vagues de chaleur de l'été 2023 représentent déjà une perte de 0,6 points de PIB à l'échelle mondiale, et dans certains pays comme la Chine, c'est près d'1,3 point. Donc on est déjà dans une situation où les aléas climatiques ont des répercussions économiques considérables. Le problème, c'est que à chaque fois que l'intensité des aléas augmente, les répercussions économiques augmentent et de manière exponentielle. Ça traduit quelque chose, ça traduit une énorme fragilité de notre système économique, de notre système productif. Qu'est-ce qui nous rend si fragiles ? C'est l'éclatement de la production dans certains pays et dans certains sites, l'ultra-concentration de notre production à l'international, l'éloignement des chaînes de valeur qui finalement déstabilisent nos territoires avec peu de solutions de repli en cas de choc. On a finalement optimisé nos chaînes de valeur internationales, optimisé nos données, optimisé nos flux, et on se retrouve et là je reprends l'image de Nassim Nicholas Taleb qui prend l'image du cinéma. On est dans un cinéma, un peu comme une salle comme celle-ci d'ailleurs.
toujours plus grande, toujours plus spacieuse, mais avec rigoureusement le même nombre de portes de sortie. Et le jour où il y a un problème, eh ben, il y a des goulots d'étranglement. C'est exactement ce qui se passe. Et en fait, finalement, on a des territoires qui sont optimisés, mais qui manquent cruellement d'agilité, qui manquent cruellement de plasticité, bref, qui manquent de diversité. Et moi, c'est ce qui m'a amené à travailler sur cette notion de diversité économique. C'est ce qui nous manque le plus. C'est ce qui nous manque en matière d'adaptation, mais c'est ce qui nous manque aussi en matière de transition. Moi, ces 10 dernières années, j'ai eu l'occasion de travailler sur un très grand nombre de sujets, des sujets que vous avez sur la droite, qui touchent à la transition, au lien entre la transition des territoires et l'économie locale. Force est de constater, malgré les moyens, malgré les efforts mobilisés ces 10 dernières années, c'est qu'on a quand même beaucoup de mal à travailler ces sujets. Les circuits courts, on a des économies qui sont quand même en mode passoire, c'est-à-dire qu'on importe beaucoup de choses, mais on en exporte beaucoup. Les circuits courts ont quand même l'effet multiplicateur dont je reparlerai plus tard, la capacité à faire circuler les richesses sur un territoire a diminué par 2 depuis les années 70. La résilience alimentaire, dont on parle beaucoup, on est aujourd'hui à hauteur de 2% d'autonomie alimentaire à la maille des villes, 20 à 25% à la maille des régions, maximum 60% à la maille française. On n'y est pas encore. La valorisation des déchets industriels, par exemple sur les déchets non triés, on a encore 50% de déchets non recyclés. L'empreinte carbone importée, 80% de l'empreinte carbone de vos territoires à l'échelle d'une métropole est composée d'importation, d'une empreinte qu'on importe et qui vient donc d'ailleurs. Je ne vais pas traiter tous les sujets, mais grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'on a énormément de sujets sur lesquels on sent qu'on n'y arrive pas. On sent que ça ne va pas assez vite. Et moi, j'en suis arrivé à la même conclusion. Je me suis dit, pourquoi on n'y arrive pas ? Parce qu'on n'a pas assez de diversité sur nos territoires, on n'a pas assez de capacité, on n'a pas assez d'options, on n'a pas assez de redondance qui nous permet de traiter tous ces sujets. Je vais vous le montrer juste après. Pourtant, ça ne vous a pas échappé, que ce soit des cabinets, des consultants, un petit peu des gourous, qui finalement, on arrive à essayer d'imiter la nature. La bio-inspiration a envahi nos cadres de pensée. On parle bien évidemment, ça a commencé par l'écologie industrielle, on parle d'économie régénérative, beaucoup aujourd'hui, on parle d'économie symbiotique, enfin, je ne vais pas tous les faire. Et finalement, on cherche à imiter la nature, mais on n'a pas la qualité première de la nature. C'est sa diversité. Le système immunitaire des forêts, par exemple, des forêts tropicales, c'est sa biodiversité, c'est sa diversité génétique qui permet de capter l'énergie et de l'utiliser le mieux possible. La manière d'évaluer la vitalité d'un écosystème naturel, c'est de mesurer sa biodiversité. Pourquoi n'en serait-il pas autant pour l'économie ? Moi, c'est ce que je défends. Et est-ce qu'on ne pourrait pas finalement représenter l'économie comme une forêt, comme un écosystème diversifié ? Et mon vœu a été exaucé il y a quelques années par les économistes d'Harvard du Growth Lab. Donc c'est un laboratoire qui est dirigé par un économiste qui, à mon avis, un jour recevra un prix Nobel, je pense, qui s'appelle Ricardo Haussmann, qui est un Vénézuélien, et qui en fait s'est dit « Représentons l'économie comme une forêt où chaque point représente un secteur d'activité, et chaque secteur d'activité donc, est positionné dans la forêt en fonction des parentés. » Donc, je vais revenir dessus sur ce point assez crucial, sur la parenté qui existe avec d'autres secteurs. Donc là, vous avez des parcelles d'une forêt avec différents types de spécialisation, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas passer facilement d'une parcelle à une autre. Il prend l'exemple des singes, qui disent finalement les singes, c'est un peu comme les entreprises, pour coloniser la forêt, il va falloir aller d'arbre en arbre. Et c'est ça toute la difficulté aujourd'hui de cette diversification, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de territoires qui sont ce que j'appelle moi des forêts productives. C'est-à-dire des territoires qui ont une énorme diversité économique qui leur permet, vous allez le voir, d'aborder tous les grands enjeux de transition et d'adaptation. J'estime qu'il y a à peu près 5% de nos territoires, en France ou à l'international, qui sont des forêts productives. Une forêt productive, c'est ce que vous avez là. Ah, si j'y arrive. Voilà. Ça, c'est une forêt productive, c'est un territoire qui est extrêmement diversifié, qui produit un peu de tout. Là, vous avez un territoire moyen,
C'est un territoire qui produit, qui essaye d'être sur un maximum d'activités, mais qui est comme c'est clairsemé. Et on a aussi ce qu'on appelle des déserts productifs, des territoires qui sont ultra spécialisés dans quelques activités. Je vais essayer de passer. Ce qui est intéressant, c'est que la notion de forêt productive, finalement, c'est la meilleure façon de développer un territoire. Toutes les études, il y a énormément d'études en tout cas, économiques, académiques, publiées ces 5 dernières années, ou ces 10 dernières années, mais ça s'accélère, et qui montrent que la meilleure façon de développer un territoire, c'est de le travailler par parenté, par ramification. Il est plus facile d'aller sur ce secteur-là si vous avez déjà des secteurs qui sont proches, qui ont déjà des parentés technologiques, de compétences, de matériaux, de savoir-faire ou même de proximité foncière. C'est plus difficile d'aller sur des secteurs qui sont plus éloignés. Vous avez plus de possibilités, plus de facilité à attirer ces secteurs, mais c'est aussi des secteurs qui resteront plus longtemps sur le territoire. Toutes les études le montrent. La meilleure façon de développer son territoire, c'est d'abord de partir de ce qu'on sait déjà faire. Vous le savez, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que si on le modélise du point de vue des forêts productives, et j'y reviendrai, on peut identifier exactement les secteurs à aller chercher en priorité. Alors, moi, je me suis intéressé, dans le cadre de livre dont je parlais tout à l'heure, à identifier quelles étaient les forêts productives dans le monde, parce que c'est bien beau de le conceptualiser, mais est-ce qu'il en existe vraiment? Et j'ai utilisé la même méthode pour évaluer la biodiversité, c'est-à-dire que on appelle ça l'indice de Shannon, qui est utilisé par tous les grands écologues. Je me suis dit, je vais l'appliquer au territoire. Et j'ai identifié, avec les statistiques auxquelles j'ai pu accéder, j'ai accédé à rien du tout, parce que je les ai... Il y a un petit souci d'apparition. Bon, c'est pas grave. J'ai identifié une dizaine de forêts productives, dommage, l'image était très belle, à travers le monde. En France, il y a par exemple 2-3 forêts productives. Vous avez la moyenne vallée du Rhône, qui est une vraie forêt productive. Vous descendez sur la moitié de la Drôme jusqu'au nord de l'Ardèche. Vous avez le territoire des Mauges-Cholet, qui est aussi une forêt productive. À l'international, vous avez j'en mentionnerai une tout à l'heure dans la présentation. Vous avez la Bassa Bresciana en Italie, vous avez la vallée d'Agueda au Portugal, vous avez les territoires Toyama au Japon. Vous voyez, c'est des territoires qui ne sont pas très connus et sont des territoires qui ont à la fois une très forte densité et à la fois une très forte diversité industrielle, une diversité productive. Et vous allez voir dans quelle mesure en fait, cette diversité permet des choses. Alors j'espère que ça ira. Donc ce que je vais chercher en fait, à vous présenter dans les slides qui suivent, c'est qu'en fait la diversité, c'est la condition pour faire la transition et l'adaptation climatique. Ça donne de la plasticité, ça donne des solutions, ça donne de l'agilité, ça donne des possibilités, ça permet de composer avec le stress, face au stress et à la volatilité. Et je pense, et j'en suis même convaincu, après 10 ans à travailler sur la convergence entre ces deux sujets, que c'est vraiment la meilleure façon pour les développeurs économiques d'aborder non seulement la transition entre les deux, mais d'aborder votre métier à l'heure où on vous demande de travailler à la fois sur la transition, à la fois sur le développement économique, ou de faire la convergence entre les deux. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Il y a plusieurs enjeux en fait, à diversifier son territoire. Le premier, c'est autour de l'économie locale. C'est ce que moi j'appelle l'effet flipper. L'effet flipper, on appelle ça aussi l'effet multiplicateur. C'est-à-dire toute la richesse que vous injectez sur un territoire, c'est encore mieux de la faire circuler sur le territoire. Moi, j'ai réalisé plusieurs études en France et à l'international, et j'arrive toujours au même résultat. Les écarts de revenus entre les territoires sont liés à 3 choses. 1, les exportations et le tourisme, c'est à peu près 30% des écarts, un tiers des écarts. 2, les effets résidentiels, un tiers des écarts de revenus. 3, l'effet multiplicateur ou l'effet flipper. Je parle d'effet flipper parce qu'en fait, si vous jouez au flipper, plus vous aurez des artifices dans le flipper, des bumpers, des trous, plus vous garderez la balle le plus longtemps dans le flipper. C'est la même chose avec une économie diversifiée. Si votre économie est diversifiée, vous saurez garder la balle dans le flipper et avoir un effet multiplicateur important. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, cet effet multiplicateur est en nette baisse, et donc c'est d'où l'intérêt de rajouter des artifices pour garder cette balle le plus longtemps. Ça joue aussi sur le rayonnement international, la diversité. La diversité, ça renforce la sophistication de l'économie et les exportations. On est quand même dans un monde où beaucoup de territoires veulent faire du made in, local, made in France. Et donc finalement,
Ce qui va jouer sur la place internationale, sur les marchés internationaux, ça va être des produits qui sont capables d'être complexes, qui ont énormément de savoir-faire différents. Et c'est ce qu'on appelle la théorie économique du Scrabble. Donc c'est Richard Haussmann, dont je parlais tout à l'heure, qui en parle, et qui dit finalement l'économie, c'est comme un jeu de Scrabble. Si vous avez 2 lettres, vous ne pouvez pas faire beaucoup de mots. Si vous avez 3 lettres, vous pouvez en faire un peu plus. Si vous avez 4 lettres, ça va commencer à devenir intéressant, et ça va même devenir exponentiel. 5 lettres, c'est encore plus exponentiel. C'est la même chose. Si chaque lettre est un secteur d'activité, si vous avez beaucoup de lettres, vous allez être capable de produire des biens qui sont complexes. Et contrairement à la croyance, celle qu'on nous a enseignée, qui consiste à dire qu'il faut ultra spécialiser les territoires, le mythe de la spécialisation, parce que les territoires ont des avantages recherchés, des avantages comparatifs, pardon. Cette thèse dit l'inverse, elle dit les territoires qui sont capables d'avoir une forte ubiquité, c'est-à-dire d'être capables de produire des biens qui sont vendus dans le monde entier, ce sont les territoires les plus diversifiés. Plus vous avez de diversité, plus vous avez de sophistication. Là, ça fait écho à un énorme problème de l'économie française. L'économie française, c'est celle dans tous les pays développés qui a perdu le plus en sophistication depuis 20 ans. C'est l'économie qui se diversifie le moins au monde, en tout cas dans les pays développés. Et c'est un énorme sujet. Si vous enlevez les activités tertiaires de savoir-faire, il y a à peine un tiers des départements français qui seraient classés dans le top 20 des pays en matière de complexité, en matière de sophistication. On a un énorme sujet de sophistiquer notre production. Et je le rappelle aussi, qu'on appelle les green products, les biens qui nous servent à faire la transition. Donc en termes énergétiques, en matière de monitoring, etc., sont en moyenne 50% plus complexes. Donc si on veut faire la transition, il faut diversifier notre économie pour la complexifier. Je vais peut-être sauter. Elle n'a pas aimé. Bon. J'ai un peu peur d'avoir sauté. OK. La diversification, c'est aussi un sujet pour attaquer la question du réchauffement climatique. C'est peut-être même d'ailleurs le principal enjeu. Si vous voulez comprendre et synthétiser le problème des émissions de CO2, il faut regarder cette équation qui a été inventée par un économiste japonais, M. Kaya, qui dit les émissions de CO2, qu'il faut réduire par 3 d'ici 2050, je le répète, sont le produit de 4 facteurs. La population, qui va augmenter par 3 d'ici 2050, le niveau de vie moyen, le PIB, qui va augmenter de 2,2, et 2 autres facteurs, le contenu en CO2 de notre énergie, on en parle beaucoup, autour des ENR ou du nucléaire, et l'intensité énergétique du PIB, la quantité d'énergie qui est nécessaire pour produire 1 euro de PIB. Sauf que, comme tout ça va augmenter, il va falloir que le produit de ces 2 facteurs soit divisé par 9. Il est de convention de dire qu'on peut réduire par 4,5 le contenu en CO2 de l'énergie, notamment par les ENR, mais d'énergie en tout cas non fossiles, comme le nucléaire. Et ce ratio-là, on n'en parle pas forcément beaucoup. L'intensité énergétique du PIB, on parle beaucoup de sobriété, il est aux 2 tiers lié à l'industrie. Donc, le sujet numéro 1 pour arriver à faire la transition climatique, c'est l'écologie industrielle. C'est la capacité à réduire drastiquement nos énergies. Sauf que, ça ne vous a peut-être pas échappé, ce n'est pas évident l'écologie industrielle. En France, il y a 200 projets en 20 ans qui ont été lancés. Il y a des projets remarquables comme la toile de Dunkerque, mais il n'y a quand même pas beaucoup de projets, beaucoup sont exploratoires, reposent sur une industrie, un industriel ou 2, sont très dépendants des incentives publics. Et depuis 20 ans, on nous montre cet exemple de Kalundborg, au Danemark, qui est la plus merveilleuse des symbioses industrielles. C'est pas faux, mais cette symbiose, en fait, et c'est Søren Erkman, le grand spécialiste de l'écologie industrielle, qui le montre, en fait, ça s'est construit spontanément entre des industriels, avec des relations marchandes, dans un tout petit territoire, mais qui, après Copenhague, est le plus diversifié du Danemark. Et ça s'est fait dans des relations de confiance, dans un petit territoire. Bref, la diversité économique, c'est la condition
sine qua non pour faire émerger des projets d'écologie industrielle. Aujourd'hui, sur le plan PNSI 1, on est à 500 € la tonne évitée, c'est assez cher, par des relations de synergie. Tant qu'on n'aura pas plus de diversité industrielle sur nos territoires, on ne pourra pas faire émerger spontanément suffisamment de projets d'écologie industrielle. C'est la clé, c'est préparer le terrain est fondamental. C'est la même chose pour l'économie circulaire. L'économie circulaire, il faut absolument réduire notre consommation de matières premières. À peu près comme pour les émissions de CO2, on est entre 2 et 3, un ratio de 2 et 3, il faut qu'on passe de 12 tonnes à 3 à 6 tonnes par habitant, donc des tonnes de biomasse, de minerais métalliques, non métalliques et d'énergie fossile. Et si on veut vraiment arriver à faire ces fameuses boucles circulaires, il y a une seule solution. C'est qu'il va falloir arriver à ce que 75% des produits neufs on incorpore dans 75% des produits neufs des produits qui ont été recyclés. C'est la seule et unique solution. Pour les territoires, ça va imposer énormément de choses. Ça veut dire être capable de développer des vrais hubs d'économie circulaire, une diversité de déchets, de passer d'une stratégie de déchets à une stratégie de matière, en quelque sorte, d'être capable d'offrir aux entreprises une grande diversité de déchets. Or, si vous n'avez pas une diversité économique, c'est assez compliqué de proposer une diversité de déchets. Et c'est ça, en fait, l'enjeu de l'économie circulaire. Ça sera très compliqué. Si vous regardez aujourd'hui les flux d'économie circulaire, ils sont encore très mondialisés. On a du mal à territorialiser l'économie circulaire. On a du mal à territorialiser parce qu'en fait, nos territoires en sont encore trop spécialisés, n'ont pas encore assez de diversité de déchets, de diversité de matières. Donc on a du mal à développer des hubs circulaires. D'ailleurs, si vous allez dans les îles, ils ont beaucoup de mal, dans les dom-toms sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, ils ont du mal à faire émerger ce type de hub parce qu'en fait, il n'y a pas assez de déchets, de diversité de déchets. Ça vaut aussi pour la résilience alimentaire. La résilience alimentaire, c'est le sujet, mais 95% de notre alimentation est transformée. Donc ça ne veut pas simplement dire être capable de produire une diversité de produits agricoles, c'est aussi être capable de les transformer et d'avoir une diversité d'activités de transformation. Aujourd'hui, la résilience alimentaire, si on prend la moyenne de l'autonomie alimentaire sur l'ensemble des activités de transformation, on est à 22% à la maille des régions. C'est bien trop faible, il faut vraiment diversifier nos activités productives. Et puis, vous l'avez vu pendant la crise Covid, diversifier sa production, c'est aussi beaucoup plus d'agilité face aux aléas climatiques. Et ça, c'est là que c'est très intéressant. Je reviens sur le jeu de Scrabble dont je parlais tout à l'heure. Si vous diversifiez de 1% votre économie, vous allez augmenter les possibilités de 3% en cas de crise. Quand je dis possibilité, c'est la possibilité d'utiliser un site de production sous-utilisé, des matériaux, des compétences, etc. Si vous augmentez de 25% votre diversité, vous augmentez de 103% les possibilités. Donc il faut absolument diversifier nos économies pour faire face au choc. Je vais passer vite, c'est aussi un enjeu pour limiter les fractures territoriales. Dans les livres, j'ai beaucoup travaillé sur le lien entre la corrélation entre la diversité des territoires et certains votes, en France ou à l'international, des votes extrêmes. Plus vous avez de diversité, plus vous diversifiez aussi, vous amenez davantage de diversité culturelle, diversité de l'autre, mais plus vous permettez aux personnes du territoire de travailler dans un grand nombre de secteurs très différents, et plus finalement on égalise les richesses. Il y a une étude qui a été montrée pendant la crise des Gilets jaunes qui montre que sur le territoire des Mauges-Cholet, il n'y en a quasiment pas eu, parce que c'est le territoire le plus égalitaire, parce que c'est le territoire aussi le plus diversifié, dans lequel en fait les gens sont inscrits dans l'économie de manière très diverse. Alors une forêt productive, moi qui m'a beaucoup impressionné, que j'aime beaucoup présenter, c'est celle d'Hollande. Je n'ai pas pu vous la présenter tout à l'heure en image. C'est sur le bord du Michigan, ici. C'est une ville de 33 000 habitants, qui est sur 2 comtés. Donc ça représente un bassin d'emploi au final de quand même 400 000 habitants. C'est peut-être, en tout cas moi dans mes recherches, le territoire le plus diversifié au monde en termes de diversité économique et de diversité productive. C'est pourtant dans le Michigan, là où vous n'avez que des shrinking cities, c'est-à-dire des villes qui se sont complètement cassées la figure depuis 20 ans, qui ont fait l'exact inverse. C'est considéré comme une oasis dans un territoire qui a beaucoup perdu d'habitants. Il y a sur ce territoire près de 180 secteurs d'activité, on y fabrique quasiment de tout. Le PIB représente 44% du PIB local. Donc l'industrie, par exemple, représente 44% du PIB local, alors que c'est 10% ailleurs aux États-Unis.
Donc c'est un territoire très industriel, mais c'est la ville quasiment qui est souvent dans les classements des villes les plus heureuses. C'est un spot touristique, c'est une ville magnifique qui est en pointe sur la biodiversité. Et pourtant, ils ont réussi développer un vrai récit industriel. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une telle diversité dans cette ville qu'en fait, ce que je vous expliquais tout à l'heure, que tout est plus facile. C'est la ville qui est sur 3000 comtés en tout cas. J'ai travaillé à l'EMA du comté, qui est dans le top 10 du localisme économique, c'est-à-dire cette capacité à garder les richesses localement, qui est dans le top 20 de l'autonomie alimentaire, qui est dans le top 30 sur les exportations par habitant. C'est la ville qui accueille beaucoup d'entrepreneurs, et qui d'ailleurs est en haut des classements sur ce critère-là. C'est la ville qui accueille aujourd'hui un des projets les plus ambitieux d'écologie industrielle. Oui, il y a tellement de diversité que les choses se font vraiment spontanément dans la ville. C'est la ville qui accueille peut-être le projet de hub circulaire le plus ambitieux. Il y a tellement de déchets. Quand ils ont fait une enquête, une étude de faisabilité, ils se sont aperçus qu'il y avait tellement de diversité, qu'il y avait tellement de matière et tellement d'entreprises différentes pour utiliser cette matière, c'était vachement plus facile d'investir plusieurs centaines de millions de dollars dans un hub. C'est un des plus hauts niveaux de résilience des États-Unis. C'est une ville qui était modèle dans la crise Covid, parce qu'il y avait tellement d'entreprises qui ont pivoté, qui ont fait tellement de choses différentes. Il y a des entreprises sur 4 à 5 générations, très peu d'inégalités salariales, un peu ce que je disais sur le territoire des Mauges, et le plus faible taux de syndicalisation des États-Unis. C'est très communautaire. Ce qui est très intéressant, et ça rejoint ce que je disais sur l'importance de la diversité. Comment ces territoires y sont arrivés ? Comment, en fait, on arrive à développer des forêts productives, qui est pour moi le chantier du siècle ? Il y a déjà un phénomène quasi génétique. C'est la capacité à se développer par ramification, par parenté. J'ai une compétence, j'en ai une deuxième, je peux développer un secteur, etc. etc. C'est vraiment ce qu'on appelle en matière d'écologie les opportunités adjacentes. Parce que le territoire a su utiliser au maximum ses ressources naturelles, ses matériaux, ses déchets, ses coproduits, ses savoir-faire, ses compétences, son foncier, ses sites de production sous-utilisés. Ils ont vraiment, sans jamais supprimer ce qui a été fait dans le passé, évoluer de manière quasi génétique. C'est assez impressionnant, et vous retrouvez ça sur toutes les forêts productives sur lesquelles, moi, en tout cas, j'ai pu travailler. Il y a ensuite toute une série de choses qui, historiquement, ont été fondamentales dans l'émergence des forêts productives. C'est ce que moi, j'appelle des forest makers, c'est-à-dire des entrepreneurs, des élus, des développeurs qui, à un moment, ont aidé le territoire à faire des petits sauts productifs dont je parlais juste avant. Vous avez des entrepreneurs qui, à un moment donné, parce qu'en fait, ils ont une innovation, ont amené le territoire sur un nouveau sentier productif. L'immigration, dans tous les territoires, l'immigration a été super importante. C'est des territoires aussi sur lesquels on trouve des modèles d'affaires innovants. Par exemple, ce sont tous des territoires sur lesquels se sont développés ce qu'on appelle la proto-industrie. C'est-à-dire des gens qui, il y a un siècle ou deux, ont commencé à travailler à la maison de manière hyper distribuée. On appelle ça le COV system, qu'on trouvait en Suisse ou dans la moyenne vallée du Rhône, autour de l'industrie. Ce sont des territoires où les grandes industries, les grandes usines ont joué un rôle d'incubateur et d'apprentissage. Ça, c'est fondamental. Ce sont des territoires qui ont bien évidemment préparé le foncier. Hollande, dont je vous parlais, ici, ce sont des entrepreneurs locaux qui un jour ont investi dans leur territoire et développé leur propre foncière pour acheter du terrain. Ça, c'est assez remarquable. Je sais que dans la séance d'avant, on parlait beaucoup d'acteurs privés. Eux, ils ont vraiment en fait, acheté du terrain et investi leur propre argent. C'est toujours le cas d'ailleurs. L'industrie est un patrimoine local partagé. L'importance des relations sociales, l'importance même de la religion parfois. Les banques locales, sujet majeur. Toutes les forêts productives ont des acteurs locaux dans lesquels l'épargne des ménages et les banques locales sont surreprésentées d'ailleurs. Et ça, c'est important. Et puis la notion de milieu économique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vraie densité d'acteurs sur ces territoires. Je ne peux pas développer tout en détail, mais ça, ce sont des composantes essentielles pour faire émerger des forêts productives. Et puis, 3 écueils importants. Ne pas manquer les secteurs clés de voûte. Si vous allez dans la nature, il y a des espèces, qu'on appelle des espèces clés de voûte, qui sont des espèces qui comptent triple. C'est-à-dire, si vous ne les avez pas, l'écosystème fonctionne mal. Et bien, c'est pareil dans une forêt productive. Et s'il y a bien un secteur, alors je ne vais pas tous les lister, mais s'il y a bien un secteur qui est fondamental dans une forêt productive, ce sont les aciéries. Il y a 10 fois plus d'aciéries dans les forêts productives qu'ailleurs. C'est un secteur, en fait, qui est central. Si vous maîtrisez ça, vous êtes capable de faire énormément de choses sur le territoire. Et
toutes les aciéries électriques, donc les aciéries de nouvelle génération qui récupèrent du métal, les petites aciéries, donc les micro-aciéries, sont toutes nées dans des forêts productives. En Bassa Bresciana, à Ozoki, au Milwaukee, qui est une forêt productive que je n'ai pas vu pour vous présenter tout à l'heure, à Holland, au Michigan, elles sont toutes nées. Si vous avez une micro-aciérie, vous pouvez faire plein de choses. Ça ouvre le spectre des possibilités. Ce sont des territoires aussi qui ont évité le verrouillage productif, c'est-à-dire qui ont évité la fragmentation. Dans un espace naturel, si vous faites une route, vous le fragmentez, on ne peut plus aller d'un endroit à l'autre. En fait, ce sont des territoires qui ont toujours facilité la continuum d'activité et évité ce qu'on trouve dans certains de nos territoires, par exemple chez moi, en Champagne-Ardenne. Historiquement, on a fragmenté l'économie. La zone d'emploi d'Épernay est la moins diversifiée de France, dans les top 3 en dernier. Et en fait, il y a 75% des emplois qui sont dans ce secteur-là. Aujourd'hui, vous avez une crise climatique, il y a toute l'activité qui va péricliter. Et surtout, il y a un isolement entre une activité hyper rentable et le reste du territoire qui n'en bénéficie pas forcément. Il y a des universitaires de l'Université de Reims qui ont montré qu'en fait, c'est la fragmentation est venue par la recherche de la rente, de la protection de la rente foncière, plutôt que d'investir dans la diversification économique locale. Et même les historiens ont montré qu'on a évité à ce que plein d'entreprises viennent sur le territoire pour augmenter les salaires. Il faut vraiment éviter le verrouillage productif. On le trouve sur l'agriculture, on le trouve dans l'industrie. Et ça, c'est très, très important. Éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Éviter aussi la régénération productive artificielle, c'est des investissements, comme on trouve beaucoup dans les investissements directs à l'étranger, qui sont souvent hors sol, comme on le trouve par exemple en Croatie ou en Roumanie, où on a des systèmes d'investissement, l'entreprise vient avec tout, et là en fait, ce n'est pas assez enraciné sur le territoire. Je vous ai mis cet exemple de Fordlandia, si vous ne connaissez pas, qui est assez légendaire. Quand Ford a essayé de s'implanter en Amazonie, ça a été un échec cuisant, parce qu'en fait, ils ne sont pas suffisamment ancrés sur le territoire. Vous avez le même exemple avec l'industrialisation italienne, où on a essayé de faire des cathédrales industrielles dans le sud de l'Italie, qui n'étaient pas du tout ancrées sur le territoire. Ça a été un échec cuisant, enfin des exemples comme ça. Il y en a beaucoup, et en fait, ça, c'est vraiment des choses que ces territoires ont évité de faire. Du coup, c'est intéressant d'avoir des forêts productives, mais vous avez bien vu qu'elles se sont formées historiquement depuis un siècle, voire deux. La question qui aujourd'hui s'oppose à nous, c'est comment on arrive à faire émerger rapidement des forêts productives sur nos territoires. Je ne peux pas développer toute la boîte à outils que je présente dans le bouquin, qui parle notamment de l'importance de la bioéconomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bioéconomie, c'est la façon la plus rapide de faire de l'industrialisation des territoires. Il y a aussi d'autres formes plus agiles, plus modulaires, productives, mais je ne vais pas les présenter ici. Je voulais juste m'attarder sur un aspect qui me paraît essentiel pour toute la profession. J'ai beaucoup parlé des notions de parenté, de cette approche de la forêt productive. Je pense que la priorité, c'est de compléter votre expertise empirique, parce que finalement, vous l'avez. D'ailleurs, ça s'est vu pendant la crise Covid, beaucoup de développement à travers les synergies, mais de la compléter par une approche scientifique des synergies industrielles. Aujourd'hui, on a l'open data, mais on a aussi l'intelligence artificielle qui permet aux développeurs, très rapidement, en quelques secondes, en quelques minutes, d'identifier les synergies industrielles entre des entreprises existantes, entre une entreprise qui veut s'implanter et les entreprises existantes, et qui permettent finalement d'accélérer la réflexion. Par exemple, sur l'anticipation foncière. Aujourd'hui, la question, c'est quelles sont les activités qu'on va implanter demain sur un territoire. Une activité qui est une réflexion qui est assez complexe à mener. Là, ce qui est très intéressant, c'est que si vous êtes capable d'identifier les synergies industrielles entre une future activité et les entreprises déjà en place, vous allez être capable d'avoir une première couche d'information qui est, alors là, par exemple, c'est dans la région de Rouen, pour une entreprise de production de carton, d'emballage en carton, où est-ce qu'on peut trouver le plus de synergie? Alors là, c'est très macro, mais où est-ce qu'on peut trouver le plus de synergie entre une activité, une future activité, et une activité et les activités existantes. Donc synergie, mutualisation des déchets, mutualisation des compétences, mutualisation des machines, mutualisation de la logistique, mutualisation du foncier, mutualisation de l'innovation, bref, relations commerciales, etc. Donc c'est ça que j'appelle synergie territoriale. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous appliquez une couche foncière, donc là on ne voit pas très bien ici, mais est-ce qu'on a des friches? Est-ce qu'on peut densifier? Est-ce qu'on a aussi des zones artificialisées? En fait, là, on accélère vraiment la réflexion sur quelles sont
finalement les bons secteurs à implanter sur le territoire et avec la bonne approche foncière. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, je pense, et qui mérite d'être accéléré, qui en tout cas facilite la diversification. Ce qui facilite la diversification, c'est aussi de muscler le marketing territorial par les synergies industrielles. De pouvoir dire, finalement, venez chez moi, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit parce qu'ici, vous trouverez peut-être plus de synergies qu'ailleurs. Donc là, c'est un exemple que j'ai pris sur préparation de fibres textiles et filatures. Et vous voyez, en fait, là, vous pouvez comparer les territoires en fonction du potentiel de synergie. Mais ce qui est très intéressant, c'est surtout de pouvoir dire, nous, on a plutôt des synergies, bon, là, c'est le classement que vous voyez, des synergies de type approvisionnement, peut-être de type innovation. On est quand même moins bon sur les équipements. Il va peut-être falloir qu'on travaille si on veut accueillir des entreprises là-dessus. Moi, je pense que, et ça, c'est quelque chose qui peut être fait vraiment de manière très accélérée et qui me semble important pour faciliter la diversification très vite, de pouvoir dire voilà les activités qu'on peut aller chercher parce qu'elles sont proches de ce qu'on sait déjà faire. Dans notre forêt productive, ce sont ces activités-là qui sont proches. Peut-être pas aller chercher des activités qui sont plus éloignées. Et puis, il y a un dernier point qui me paraît important, ce que moi j'appelle l'approche du Tinder de l'industrie durable. C'est cette capacité à aider les entreprises locales à faire des sauts productifs, à se dire finalement quelles sont toutes les entreprises du territoire avec lesquelles vous pourriez développer des synergies. Donc les synergies que je présentais juste avant, ça peut être des synergies de type compétences, achats, équipements, vente, innovation, déchets, etc. Et de pouvoir très rapidement, sur un territoire, identifier toutes les entreprises avec lesquelles on peut développer. L'idée, c'est un peu de couper avec les approches des années 80-90 qui étaient autour des ateliers, avec une approche du j'ai besoin, etc. Là, qui était très empirique. Là, vraiment, l'idée, aujourd'hui, il existe tout un tas de solutions qui permettent très, très rapidement de faire bosser les boîtes entre elles là-dessus, et surtout de se dire, on a envie d'accueillir cette entreprise-là, comment on peut préparer une stratégie d'accueil ? Ça permet d'accélérer et très rapidement, j'en suis convaincu, de faciliter la diversification des territoires. Donc voilà, j'en ai terminé. Merci. Je voulais vous remercier. Merci.